Cette histoire s'intitule « Les remords d'un père ». Mon histoire est une histoire de rédemption, teintée d'une profonde émotion. À travers les méandres de ma vie, j'ai toujours cru en la puissance indéfectible des liens du sang. Je me suis promis sans relâche qu'un jour, si le destin me bénissait avec des enfants, je leur consacrerais tout mon amour, ma protection et mon dévouement, parce que rien n'est plus sacré que le sang familial. Cependant, aujourd'hui, une vérité éclatante m'a frappé en plein cœur, noyant mon être dans un océan de remords. Les conséquences de mes actes m'assaillent, me tourmentent sans répit. Une lourde honte s'empare de moi, faisant vaciller mes fondations les plus solides. Je me confronte à la cruelle réalité de mes erreurs passées, de la souffrance que j'ai infligée. Les regrets déferlent en moi comme une tempête furieuse, et je m'efforce désespérément de retrouver ma véritable essence, mon humanité ébranlée. Voici mon histoire. Je m'appelle Philippe. Aux abords de mes 40 ans, j'ai vécu une tragédie déchirante, la perte de ma femme bien-aimée. Dans le sillage de ce chagrin dévorant, je me suis retrouvée seule, égarée dans les méandres de ma détresse, sans repère tangible. L'incapacité à prendre soin de mes 2 fils, Antoine, âgé de 12 ans, et Hugo, âgé de 9 ans, m'a plongée dans une profonde angoisse. Mes fils étaient mon monde, mes trésors précieux. Je les avais comblés d'affection depuis leur plus tendre enfance, comblant chacun de leurs désirs avec une ferveur inébranlable. Je voulais qu'ils ne manquent de rien, qu'ils grandissent entourés d'amour et de confort. Cependant, la vie m'a fait une cruelle surprise, m'ébranlant dans mes convictions les plus profondes. Un jour, ma sœur aînée, emplie d'une sollicitude sincère, est venue à ma rencontre. Elle a vu en moi un homme brisé, privé de cette présence féminine indispensable à notre équilibre familial. Elle m'a conseillé de chercher une nouvelle épouse, persuadée que je ne pouvais pas rester ainsi, seule avec mes 2 fils. Elle m'a exhorté à trouver une âme aimante qui partagerait ma vie et qui serait prête à m'aider à prendre soin de mes enfants, leur offrant une stabilité tant espérée. Cependant, je me suis perdue dans l'inconnu, ne sachant où ni comment rencontrer une femme célibataire qui accepterait de s'engager dans notre tumultueuse réalité. Ma sœur m'a alors suggéré de rechercher parmi les femmes divorcées ou veuves celles qui, peut-être, porteraient en elles une compréhension profonde de notre histoire. Alors, après de longs mois de recherches infructueuses, j'ai enfin croisé la route d'une femme, Sarah. Elle était d'une beauté et d'une élégance saisissantes. Chaque facette de sa personnalité me charmait et je suis tombé follement amoureux d'elle. Cependant, lorsqu'elle m'a révélé qu'elle était veuve et qu'elle avait également un fils, Daniel, âgé de 14 ans, une certaine réticence m'a envahi. L'idée d'accueillir un enfant qui n'était pas issu de mon propre sang ne m'enchantait guère. Mais mon amour pour elle était si puissant, si profond, que je ne pouvais me résoudre à la perdre. Un jour, rempli d'émotion, je lui ai fait ma demande en mariage, et elle a accepté avec joie. Mon bonheur était immense. Cependant, en parallèle, une voix intérieure me poussait à la convaincre de vivre avec moi sans son fils. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait notre conversation d'une atmosphère mélancolique, je lui ai confié mes sentiments à l'égard de son fils. J'ai tenté de lui expliquer que je ne me sentais pas capable d'assumer pleinement le rôle de père pour cet enfant qui n'était pas le mien. J'ai suggéré qu'il puisse vivre avec ses grands-parents, loin de notre foyer. Son regard s'est alors empli de tristesse, ses yeux reflétant la profondeur de sa peine. D'une voix douce, elle m'a avoué que son fils était sa raison de vivre, sa source de bonheur inextinguible. Si je n'étais pas prêt
à accepter son enfant, alors elle refuserait le mariage. Un tourbillon d'émotions contradictoires m'a submergée. J'étais partagée entre mon amour ardent pour elle et mes propres limites, mes craintes et mes réticences. Dans ce moment de vérité, j'ai réalisé que pour conquérir son cœur, je devais accepter l'ensemble de sa vie, y compris la présence de son fils. Lorsque j'ai fait la connaissance de son fils Daniel, j'ai été frappée par son teint mat et son apparence quelque peu renfermée. Pourtant, lors de notre première rencontre, sa mère nous a présentés et il m'a tendu la main avec un large sourire. Il a entamé la conversation avec moi, partageant des fragments de leur vie marqués par la présence d'un père alcoolique décédé. Il m'a confié que son unique souhait était le bonheur de sa mère, affirmant qu'il n'opposerait aucune résistance à notre mariage si cela rendait sa mère heureuse. Sa maturité m'a surpris, et pourtant, étant donné qu'il n'était pas lié à moi par le sang, j'ai gardé une certaine indifférence à son égard. Malgré mes réticences initiales, j'ai commencé à me demander si je pourrais trouver en moi la capacité d'accepter cet enfant si différent de moi par le sang. Après notre mariage, j'ai ouvert les portes de notre maison à Sarah et Daniel. J'ai pris mes fils à part pour leur expliquer que désormais, Sarah serait leur mère et Daniel leur frère. Cependant, au fil des jours, j'ai remarqué que mes fils ne semblaient pas s'entendre avec Daniel. Ils évitaient tout contact avec lui, ne lui adressant jamais la parole. À ma grande déception, mes propres fils m'ont confié qu'ils ne l'aimaient pas. Pour être honnête, je n'ai pas été surpris par leurs sentiments, car au fond de moi, je ressentais moi aussi une certaine réticence envers Daniel. Après tout, il n'était pas mon fils biologique. J'ai continué à privilégier mes fils, les choyant avec excès, en excluant Daniel systématiquement des activités que nous partagions. Pour moi, Daniel ne faisait tout simplement pas partie de notre vie. Cependant, malgré le traitement injuste qu'il recevait, Daniel ne se plaignait jamais à sa mère. Un soir, Sarah m'a fait part de sa profonde tristesse face au rejet que subissait son fils de ma part et de celle de mes fils. Alors, dans un élan de mensonge, j'ai essayé de la rassurer en lui expliquant que nous ne le rejetions pas réellement, mais que nous faisions de notre mieux pour l'intégrer. J'ai prétendu que cela prenait du temps et que nous avions besoin de sa compréhension. Tout cela était faux, car au fond de moi, je savais que je ne pourrais jamais véritablement l'accepter. Les années s'écoulaient et nous persistions à le négliger. Bien qu'il vive sous notre toit, il restait isolé, perdu dans son coin. Ses seules interactions se limitaient à sa mère. En sa présence, il arborait toujours un sourire, exprimant avec joie, mais je savais qu'au fond de lui, il était profondément malheureux. Pourtant, je demeurais indifférent, car il n'était pas mon propre fils. J'étais emprisonné dans ma propre rigidité émotionnelle, m'enfermant dans la conviction que seul le lien du sang méritait mon amour et mon attention. À l'âge de 18 ans, Daniel a reçu une acceptation dans une université. Alors, un soir, il est venu me voir, me demandant avec une certaine hésitation si je pouvais lui prêter 2000 € pour l'aider à couvrir les frais de ses études, son logement et ses besoins alimentaires. C'était la toute première fois qu'il me sollicitait de cette manière, et cela m'a pris de court, mais cela m'a aussi agacé. D'une voix froide, je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à demander à sa mère, ajoutant que je n'avais pas d'argent à lui donner. À cet instant précis, j'ai vu ses yeux emplis de tristesse, et les larmes commençaient à couler sur ses joues, mais je suis resté indifférent, insensible à ses émotions. Sarah est alors arrivée, submergée par la tristesse et la colère, en voyant son fils dévasté. Elle m'a révélé que c'était elle qui l'avait envoyé me solliciter pour cet argent. Qu'elle n'imaginait pas que je réagirais de cette manière.
Elle pensait que nous étions une vraie famille, que son salaire contribuait également au compte commun, et que cet argent ne m'appartenait pas exclusivement. Une dispute éclata entre nous, nos voix se mêlant dans une cacophonie chargée d'émotions. Je lui ai assuré que je ne donnerais pas un centime, l'avertissant qu'elle ferait mieux de ne pas lui en donner non plus. J'ai affirmé qu'à présent, Daniel avait 18 ans et qu'il devait trouver un emploi parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins. C'est alors que Daniel nous a interrompus, nous implorant d'arrêter de nous disputer. Il s'est tourné vers sa mère, lui assurant que ce n'était pas grave, qu'il se débrouillerait seul. Après le départ de Daniel pour l'université, il ne revenait que rarement à la maison. Lorsqu'il le faisait, ce n'était que pour de brefs week-ends, afin de passer du temps avec sa mère. Pour ma part, je me désintéressais complètement de sa vie, de ses luttes pour subvenir à ses besoins. Je ne me souciais pas de ses succès ou de ses échecs, car il n'était pas mon véritable fils. Du moins, c'est ce que je me disais. Quant à mes deux fils, une fois arrivés au lycée, ils se sont retrouvés influencés par de mauvaises fréquentations. Mon fils aîné, Antoine, a sombré dans la drogue et a abandonné l'école. Lorsque j'ai finalement pris conscience de son addiction, il était déjà trop tard. Il avait fermé les portes de la communication entre nous, refusant de m'écouter ou de recevoir mon soutien. Chaque jour qui passait, je ressentais un mélange d'impuissance et de douleur face à sa descente aux enfers. Quant à Hugo, il s'était engagé dans une spirale de petits délits en compagnie de ses nouveaux amis. À maintes reprises, j'ai dû me rendre au commissariat pour le ramener à la maison. Les conversations entre nous devenaient de plus en plus rares et superficielles. Je me sentais désemparée, incapable de les atteindre, de trouver les mots justes pour les ramener sur le droit chemin. Pourtant, malgré leurs erreurs, leurs mauvais choix, ils demeuraient mes fils, mon propre sang. Dans mon cœur, cet amour inconditionnel continuait à brûler, même si je me sentais souvent déchirée entre la déception et l'espoir. Lorsqu'ils rencontraient des difficultés ou avaient besoin d'argent, je faisais tout mon possible pour les aider. Ma volonté de les protéger, de leur offrir un soutien financier ou émotionnel, restait intacte. Malgré les tumultes de leur adolescence, je cherchais constamment des moyens de les secourir, espérant qu'un jour, ils comprendraient l'importance de mes efforts et retrouveraient le bon chemin. Après avoir achevé ses études, Daniel est revenu à la maison pour nous annoncer son intention de se marier. Plein d'espoir, il s'est approché de moi, ses yeux brillants d'attente, me demandant d'être à ses côtés en tant que père lors de la cérémonie. J'ai été pris de court par sa demande, mais j'ai catégoriquement refusé, lui faisant comprendre que je n'étais pas son véritable père et que je ne l'accompagnerais pas à son mariage. J'ai vu la déception s'installer dans son regard, mêlée à une profonde tristesse. Il s'est agenouillé devant moi, me suppliant de faire un effort, affirmant qu'il m'avait toujours considéré comme son père et que ce serait son plus grand souhait d'avoir sa mère et son père à ses côtés le jour de son mariage. Malgré son plaidoyer, j'ai été agacée par la situation et je lui ai avoué sans ménagement que je ne l'avais jamais considéré comme mon propre fils. J'ai observé ses yeux emplis de larmes, mais j'étais indifférent. Je me suis levée et je suis partie. Le jour de son mariage, malgré les insistances de Sarah, je n'ai pas assisté à la cérémonie, tout comme mes autres fils. J'ai refusé d'y prendre part, refusant d'accorder à Daniel ce qu'il désirait tant. Après son mariage, Daniel a pris la décision de s'installer avec sa femme dans une autre ville, loin de chez nous. Je savais qu'il devait nous en vouloir, que c'était la raison pour laquelle il avait choisi de s'éloigner de nous. Dans la vingtaine, mes deux fils demeuraient toujours sous mon toit, dépendant de moi pour leur subsistance. Ils ne cherchaient pas de travail, ne semblaient pas avoir de véritables objectifs dans la vie. Leurs journées
se résumait à traîner dehors avec leurs amis, faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Parfois, ils rentraient ivres ou drogués, provoquant des scènes tumultueuses. Sarah vivait dans la peur constante qu'une situation ne dégénère. Elle n'en pouvait plus de cette situation. Mais pour moi, ils étaient mes fils, mon propre sang, et je me trouvais dans l'incapacité de les chasser. Un mélange de colère, de déception et de tristesse m'envahissait chaque jour. Je ne comprenais pas comment mes fils avaient pu en arriver là. Comment ils pouvaient gaspiller leur jeunesse sans ambition ni responsabilité. J'avais tant d'espoir pour eux, tant de rêves que je souhaitais voir se réaliser. Mais la réalité me rattrapait constamment, me rappelant leur refus de prendre en main leur propre destin. Malgré les désaccords incessants avec Sarah, je m'efforçais de la soutenir dans sa peine et sa frustration. Elle était à bout, épuisée par cette situation qui s'enlisait. Mais lorsque je croisais le regard de mes fils, je ressentais une douleur aiguë, un sentiment de culpabilité mêlé à un amour inconditionnel. Je ne pouvais m'empêcher de me demander où j'avais failli en tant que père, comment j'avais pu laisser mes enfants dériver ainsi. Un jour, sentant le poids de l'atmosphère oppressante, j'ai suggéré à Sarah de partir en voyage pendant 3 semaines, loin de tout cela. Nous avons laissé un peu d'argent à mes fils, leur demandant de veiller sur la maison pendant notre absence. Ce voyage était notre échappatoire, notre chance de nous évader et de retrouver un semblant de bonheur. Pendant ces 3 merveilleuses semaines, nous avons tenté de nous changer les idées, de laisser derrière nous les soucis et les tensions qui avaient ébranlé notre vie quotidienne. Chaque jour était une bouffée d'air frais, une occasion de nous retrouver, de redécouvrir la joie et la légèreté que nous avions tant perdues. De retour de notre voyage, nous avons ouvert la porte de notre maison, espérant retrouver un cocon de tranquillité et de sérénité. Mais dès les premières secondes, une odeur nauséabonde a pénétré nos narines, nous frappant de plein fouet. L'air était lourd de désolation. Nous avons alors fait face à un spectacle déchirant. Notre foyer, autrefois si chaleureux, était plongé dans un état de saleté indescriptible. Les détritus jonchaient le sol, les bouteilles vides jonchaient les surfaces, les mégots de cigarettes parsemaient les coins sombres, et la vaisselle était éparpillée dans un chaos désolant. Un sentiment de désespoir s'est emparé de nous. C'est à ce moment-là qu'Antoine, son fils aîné, a entendu notre retour et il est descendu de sa chambre d'un pas lourd et nonchalant. Sans la moindre considération pour l'état de la maison, il s'est approché de moi et a exigé de l'argent. Pris de colère devant le spectacle qui s'offrait à mes yeux, j'ai répondu avec une fermeté teintée de frustration. Ils avaient mis le chaos dans notre maison, alors je ne lui donnerai rien. Mais cette réponse a provoqué une réaction explosive de la part d'Antoine. Soudain, il s'est précipité sur moi, agrippant ma gorge de ses mains violentes, cherchant à m'étrangler. J'ai lutté de toutes mes forces pour respirer, sentant la panique m'envahir. Les cris de Sarah ont percé l'atmosphère emplie de stupeur et de supplications, implorant Antoine de me lâcher et lui promettant de lui donner l'argent. Finalement, Antoine me relâchait, exigeant que nous lui remettions notre carte bancaire et les codes. Après cette terrible agression, il est parti, nous laissant tétanisés par la peur et le choc. Une fois que nous avons repris nos esprits, Sarah était déterminée à appeler la police pour signaler l'agression dont j'avais été victime. Mais dans un mélange de loyauté et d'amertume, j'ai réussi à la dissuader. C'était mon fils après tout. Même après une telle violence, mon amour de père me faisait hésiter à prendre des mesures drastiques. Au matin suivant, Antoine n'était toujours pas rentré. Hugo, mon deuxième fils, nous a annoncé la nouvelle effroyable. Antoine avait vidé nos comptes bancaires, emportant avec lui toutes nos économies, une somme considérable de 20 000 €, avant de s'enfuir. Cette révélation a été un véritable coup de massue,
un choc qui m'a laissé complètement dévastée. La trahison de mon propre fils, le vol de nos économies durement gagnées, a brisé quelque chose en moi. Un tourbillon d'émotions s'est emparé de mon être. La douleur, la colère, la déception et la tristesse se sont entremêlés dans mon cœur meurtri. Antoine était mon fils, mon sang, et voir sa véritable nature se révéler de cette manière m'a plongé dans une profonde détresse. Les questions tournaient sans relâche dans ma tête, les regrets, les remords et la culpabilité se sont emparés de moi, me laissant avec un sentiment d'amertume et de désespoir. Je me sentais impuissant face à cette situation, incapable de changer le passé ou d'effacer les conséquences dévastatrices de ses actes. Alors que les jours s'écoulaient, je me raccrochais à un mince espoir, mon deuxième fils, Hugo. Il était différent de son frère, n'étant pas tombé dans les affres de la drogue, et cela me donnait une lueur d'espoir. Au plus profond de mon être, je priais pour qu'il retrouve la raison, pour qu'il fasse preuve de lucidité. J'espérais ardemment qu'il réalise l'amour inconditionnel et les sacrifices que j'avais consentis en tant que père. Je souhaitais de tout mon cœur qu'il trouve le chemin de la rédemption. Chaque jour, je scrutais son comportement avec une mélange d'anxiété et d'espoir. Je me remémorais les moments heureux que nous avions partagés par le passé, les souvenirs d'une relation père-fils empreinte de complicité et d'affection. Chaque nuit, je m'allongeais dans le silence de ma chambre, les yeux remplis de larmes contenues, implorant les cieux de guider mon fils vers le droit chemin. Je priais pour qu'il puisse voir au-delà de ses erreurs passées, pour qu'il puisse comprendre que le véritable bonheur ne se trouvait pas dans les excès et les mauvaises influences. J'espérais de tout mon cœur qu'il réalise l'ampleur de mon amour paternel et qu'il trouve la force de changer, car la flamme de l'espoir brûlait encore intensément en moi. Un soir, après avoir fait des courses, Sarah et moi sommes rentrés chez nous avec l'espoir de trouver un peu de calme. Cependant, dès que nous avons franchi la porte, une scène chaotique s'est dévoilée devant nos yeux. Le salon était envahi par Hugo et ses amis, riant bruyamment, tandis que l'odeur de la cigarette et de l'alcool emplissait l'air. Une vague de frustration et de désespoir s'est emparée de moi. J'ai immédiatement interpellé Hugo, essayant de faire entendre raison à travers mes mots. Je lui ai demandé de faire partir ses amis, de mettre fin à cette fête qui troublait notre foyer. Mais, au lieu de coopérer, Hugo a résisté. Il a refusé catégoriquement, proclamant que la fête se poursuivrait toute la nuit. La colère s'est emparée de moi, ne supportant pas cette situation envahissante dans mon propre foyer. Je lui ai répété fermement que cette maison était la mienne, que je ne voulais pas de cette débauche chez moi. Hugo s'est levé brusquement, son regard glacial plongeant dans le mien. D'un ton acerbe, il m'a révélé la haine profonde qu'il éprouvait à mon égard depuis que j'avais introduit Sarah dans nos vies. C'était comme si une bombe émotionnelle venait d'exploser à l'intérieur de moi. Je me suis efforcé de comprendre, de trouver les mots pour renouer le dialogue avec mon fils, mais il m'a violemment repoussé, repoussant également mes tentatives désespérées de réconciliation. Le choc m'a enveloppé alors qu'il nous menaçait, Sarah et moi, de conséquences terrifiantes. Sa voix résonnait avec une froideur qui glaçait mon sang. Ses amis, se moquant de nous, avec des regards méprisants, renforçaient l'atmosphère oppressante de la pièce. Hugo nous a lancé un ultimatum, nous laissant jusqu'au lendemain pour faire nos bagages et partir. Il nous a avertis que toute tentative de faire appel à la police serait vaine, car ses amis étaient prêts à prendre des mesures extrêmes pour nous faire taire.
Nous sommes restés sans voix, pétrifiés par la gravité de la situation. La trahison et la peur se mêlaient en nous, créant un cocktail d'émotions insoutenables. Nos regards se sont croisés, exprimant à la fois l'effroi et le désarroi. Nous savions que nos vies étaient désormais suspendues à un fil, qu'une décision difficile devait être prise pour préserver notre sécurité et notre bien-être. Sarah s'est précipitée dans notre chambre, les larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle rassemblait ses affaires. Je me suis approché d'elle, le cœur lourd, observant avec tristesse chaque mouvement qu'elle faisait. Elle m'a annoncé qu'elle partait vivre chez son fils Daniel, et elle m'a laissé le choix de la suivre ou de rester. Le doute et la confusion m'envahissaient alors que je contemplais Sarah plier ses vêtements et remplir sa valise. Une multitude de pensées contradictoires tourbillonnaient dans ma tête. Je me demandais ce que je devais faire, où je pouvais aller. L'idée de me rendre chez le fils que je n'ai jamais véritablement aimé ne me réjouissait guère. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas d'autre alternative. J'étais pris au piège de cette situation, confronté à des choix déchirants. Après un moment de réflexion profonde, j'ai commencé à faire ma valise. J'ai réalisé que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je savais que partir avec Sarah était la meilleure option pour nous deux. Au lever du jour, nous avons acheté nos billets de train pour nous rendre chez Daniel. Pendant le trajet, un tourbillon d'émotions s'est emparé de moi. La crainte s'est infiltrée dans mon esprit, m'assaillant de pensées anxieuses quant à la façon dont Daniel allait me recevoir. L'idée qu'il pourrait ne pas m'accepter, me rejeter, a fait naître un sentiment d'insécurité profonde en moi. En plus de cette appréhension, un sentiment de gêne persistait en moi. L'idée de devoir aller chez Daniel, chez cet enfant que je n'ai jamais réussi à aimer comme mon propre fils, était accompagnée d'un mélange complexe de honte et de malaise. Je me sentais embarrassée de me retrouver dans cette situation. Les émotions se bousculaient dans mon esprit, créant un véritable tourbillon intérieur. La peur de l'inconnu, la crainte du rejet, la gêne mêlée à la honte, tout cela se mélangeait dans un amalgame émotionnel difficile à décrire. Mon cœur était lourd, et chaque pensée qui se formait était teintée d'incertitude et d'inconfort. Daniel nous attendait à la gare. Un mélange d'émotions envahissait mon être. La gêne se faisait ressentir intensément en moi, tandis que chez Daniel, une lueur de bonheur illuminait son visage en nous revoyant. Il a enlacé sa mère chaleureusement, exprimant son bonheur de la retrouver. Puis, il a tendu sa main vers moi, un sourire sincère éclairant son regard. J'ai accepté sa poignée de main, mais mon cœur était lourd, empreint de cette gêne persistante. Daniel a insisté pour porter nos valises jusqu'à sa voiture, une attention aimable qui mettait en évidence sa générosité. En arrivant chez lui, il nous a fait entrer, présentant avec fierté son fils âgé de 2 ans. Le décor de sa maison respirait la chaleur et l'accueil. Une chambre avait été préparée spécialement pour nous, témoignant de l'hospitalité de Daniel et de sa femme. Le repas était déjà prêt. Ils avaient attendu patiemment notre arrivée pour partager ce moment avec nous. Cependant, malgré toutes les prévenances, je me sentais terriblement mal à l'aise. La honte m'enveloppait, me laissant perplexe quant à ma conduite et ma place dans cette nouvelle situation. Je me sentais étranger dans cet environnement, comme si je n'appartenais pas à ce tableau familial harmonieux. Chaque geste, chaque regard réveillait en moi une profonde sensation d'inconfort et d'embarras. Je me demandais comment agir, où me positionner dans cette configuration qui m'était si étrangère. Après le repas, Sarah a pris le courage de raconter à Daniel en détail ce qui s'était passé et les raisons de notre venue. Daniel nous a écoutés attentivement, sans jugement,
en nous offrant son soutien inconditionnel. Il a partagé avec nous que sa maison était assez grande pour nous accueillir, exprimant sa joie de pouvoir nous offrir un refuge dans notre nouvelle réalité. Ces paroles réconfortantes de Daniel m'ont procuré un sentiment de soulagement malgré ma gêne persistante. La nuit était agitée, le sommeil me fuyait et mes tourments intérieurs me rongeaient. Je me suis confiée à Sarah, partageant mon inconfort et ma gêne face à la situation. Elle a tenté de me rassurer, me disant d'arrêter de me tourmenter, de croire en la bonté de Daniel. Selon elle, il était différent de mes propres fils, ayant toujours eu un bon cœur depuis son plus jeune âge. Malgré ces paroles réconfortantes, les jours qui ont suivi ont été marqués par cette gêne persistante. Je me sentais toujours en décalage, incapable de trouver ma place dans cette nouvelle maison. Un matin, avant de partir au travail, Daniel s'est approché de moi et s'est assis à mes côtés. D'une voix empreinte de sincérité, il m'a adressé ces mots touchants. « Papa, depuis que tu es arrivé, je sens que tu es mal à l'aise, que tu n'oses rien toucher, rien faire. J'aimerais te dire que cette maison est aussi la tienne, ainsi que celle de maman. Nous sommes une famille, alors ne te sens pas gêné et fais comme chez toi. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. » Ces paroles ont pénétré mon cœur, suscitant une profonde émotion. Je me suis retrouvée submergée par un mélange de gratitude, de perplexité et d'interrogation. Comment pouvait-il être si aimable avec moi, après tout le mal que je lui avais causé? Ces pensées tournaient sans cesse dans mon esprit, m'assaillant de doutes et de questionnements. Un jour, épuisée par cette situation, j'ai ressenti le besoin de m'entretenir avec Daniel. Il est venu s'asseoir à mes côtés, curieux de savoir ce que j'avais à lui dire. Le cœur serré, je lui ai avoué que je n'avais pas été un bon père pour lui, que depuis son arrivée dans notre foyer, il avait dû endurer beaucoup de souffrances. Je reconnaissais que c'était probablement pour cette raison qu'une fois adulte, il avait décidé de partir vivre loin de nous, et je m'en voulais terriblement. Le regard de Daniel s'est empli d'émotion alors qu'il m'écoutait attentivement. Avec une douceur surprenante, il m'a assuré qu'il ne m'en voulait pas et qu'il comprenait que cela n'avait pas été facile pour moi de l'accepter comme son fils. Il m'a confié que depuis sa tendre enfance, il n'avait pas eu la chance d'avoir un père aimant. Ses seuls souvenirs de son défunt père étaient ceux d'un homme alcoolique et violent qui le maltraitait quotidiennement. Après la mort de son père, il avait fait le serment de ne jamais faire de mal à qui que ce soit, de devenir quelqu'un de bien et un père aimant. C'était pour cette raison qu'il n'avait jamais gardé de rancœur envers quiconque. Il m'a avoué que son rêve le plus cher avait toujours été d'avoir un père à qui il pourrait dire « Papa » et qui lui répondrait chaleureusement « Oui, mon fils ». Pour lui, cela suffirait à être heureux. Les émotions m'ont submergé face à ces mots si profonds. Je lui ai alors demandé humblement de me pardonner pour les torts que je lui avais causés par le passé. Je lui ai promis que dorénavant, je serais un bon père pour lui. Je lui ai confié que mes propres fils, mon propre sang, ne possédaient pas la sagesse et l'amour qu'il avait en lui. Je lui ai exprimé ma gratitude infinie de l'avoir comme fils, et que je considérais cela comme un véritable cadeau du destin. Débordés par les émotions, nous nous sommes laissés aller aux larmes, témoignant ainsi de notre amour et de notre désir sincère de construire un lien solide entre nous. Depuis ce jour-là, j'ai consacré tous les jours de ma vie à m'améliorer, à devenir un père aimant pour Daniel, dans le but de me racheter de mes erreurs passées. Sarah et moi, nous occupions de notre petit-fils avec amour, pendant que Daniel et notre belle-fille se rendaient au travail.
Peu à peu, je commençais à me sentir bien, à trouver ma place dans cette nouvelle dynamique familiale. Un soir, j'ai été surpris de constater que Daniel et ma belle-fille avaient préparé un repas spécialement pour moi, accompagné d'un cadeau pour la fête des pères. Mes émotions ont débordé, mes yeux se sont remplis de larmes. Je leur ai confié que mes propres fils ne m'avaient jamais souhaité une bonne fête des pères. C'était un moment d'une grande intensité émotionnelle pour moi. Daniel m'a alors assuré que même si mes propres fils m'avaient rejeté, lui, il serait toujours présent, qu'il serait toujours là pour moi. Ces mots ont résonné en moi avec une force incroyable, touchant mon cœur au plus profond. Cette soirée restera gravée dans ma mémoire, remplie d'émotions intenses et de gratitude envers Daniel, qui m'avait offert une nouvelle chance d'être un père aimé et accepté. J'avais toujours cru que l'amour était indissociable des liens du sang, mais aujourd'hui, grâce à mon expérience, j'ai compris à quel point j'avais tort. Mes propres fils, nés de mon sang, m'ont rejeté sans la moindre hésitation, tandis que ce fils, qui n'est pas lié à moi par la biologie, m'a accueilli avec une bienveillance sans équivoque. Chaque jour qui passe, Daniel continue de m'aimer comme s'il était mon véritable enfant. J'ai réalisé que le lien du sang ne garantit en rien l'amour et l'acceptation mutuelle. Ce sont les liens tissés par le cœur, la confiance et le respect qui sont véritablement essentiels. Je suis à la fois rempli de gratitude envers lui et de tristesse envers mes propres fils qui ont fait le choix de me rejeter. Je suis privilégié d'avoir une telle personne dans ma vie qui m'a montré que l'amour transcende les barrières biologiques et que le vrai lien familial repose sur l'amour inconditionnel et la connexion profonde entre les êtres. Chaque jour, je suis animé par une quête de rédemption, un désir ardent de donner à Daniel l'amour qu'il a tant désiré, l'amour d'un père pour son fils. Cette aspiration brûle en moi, alimentée par la gratitude que j'éprouve envers lui pour m'avoir ouvert les yeux sur la véritable signification de la paternité. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux impacter le présent et l'avenir. Je remercie Philippe d'avoir partagé ton histoire.